veulent vous voler votre dernière liberté, celle de voter pour le candidat de votre choix. Le projet de loi d'Aurore Bergé contre l'antisémitisme et le racisme est l'une des lois les plus liberticides qui pourrait être votée en France depuis des décennies. Si ce texte passe, la justice militante aura le pouvoir de rendre inéligible n'importe quel homme politique qui dérange le pouvoir en place. Plus besoin d'attendre le verdict des urnes. Un juge ou une association pourra écarter du scrutin ceux qui osent encore critiquer l'immigration massive que le peuple français n'a jamais demandé. C'est la confiscation pure et simple de ce qui nous reste de démocratie. Depuis 50 ans, au nom de la lutte contre le racisme, on nous a méthodiquement privés de la liberté de parler des sujets qui comptent vraiment. La liberté d'expression, ce n'est pas pour discuter de la couleur du papier peint. C'est la liberté de dire ce que des millions de Français pensent de la transformation démographique du pays, de l'islamisation, des banlieues et de l'échec du multiculturalisme imposé d'en haut. Toutes ces lois n'ont jamais protégé les faibles, elles ont servi à museler toute opposition à l'immigration de masse. Commençons par nous rappeler de toutes les lois scélérates qui se succèdent depuis 50 ans. La loi Pleven du 1er juillet 1972 a été la première grande loi antiraciste en France. Elle a profondément modifié la loi sur la liberté de la presse de 1881 en créant 3 nouveaux délits. La provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence raciale, la diffamation raciale et l'injure raciale. Avant cette loi, il fallait prouver une intention claire d'incitation à la violence. La loi Pleven a abaissé le seuil. On ne punit plus seulement l'appel direct à la violence, mais le simple fait de provoquer un sentiment de haine, de rejet ou de discrimination. La loi a aussi donné aux associations majoritairement politisées à gauche, voire à l'extrême gauche, le droit de se porter partie civile, leur offrant ainsi un pouvoir considérable pour attaquer en justice. La loi Perben II de 2004 a aggravé le déséquilibre. Elle a porté à 1 an le délai de prescription pour les infractions dites racistes. Pour tout le reste, y compris la diffamation qui peut détruire une réputation et une vie, vous n'avez toujours que 3 mois pour agir. Une diffamation est autrement plus grave et concrète qu'une prétendue provocation à la haine. Mais le législateur a décidé que les propos racistes méritaient plus de temps pour être poursuivis. Un 2 poids, 2 mesures flagrant. La loi Taubira de 2001 a ajouté une dimension mémorielle. En qualifiant l'esclavage de crime contre l'humanité, elle a ouvert la voie à des sanctions judiciaires contre quiconque osait nuancer le récit officiel de l'histoire tragique de l'esclavage. La loi Fourtou de 2017 sur l'égalité et la citoyenneté a encore élargi les circonstances aggravantes et durci le dispositif existant. Elle a rendu plus facile de poursuivre quelqu'un pour des propos considérés comme haineux ou discriminatoires et elle a étendu les motifs. En 2020, la loi Avia a tenté d'instaurer une censure automatique sur Internet en obligeant les plateformes à supprimer en 24 heures les contenus manifestement haineux. Le Conseil constitutionnel, pour une fois, en a censuré le cœur, mais l'esprit était là. À chaque étape, on nous a répété que c'était pour protéger contre la haine. En réalité, ces textes sont progressivement rendus illégaux, toute critique sérieuse de l'immigration massive et de ses conséquences. C'est dans cette continuité que s'inscrit le projet de loi d'Aurore Bergé contre l'antisémitisme et le racisme. Ce n'est pas une loi de plus, c'est l'aboutissement logique de 50 ans de restrictions progressives des libertés. Présenté cette année, ce texte élargit considérablement le dispositif existant. Parmi ces mesures les plus dangereuses figure l'introduction d'une peine d'inéligibilité complémentaire pour tout élu condamné pour des propos racistes, antisémites, négationnistes ou relevant de l'apologie de crimes contre l'humanité. Derrière les bons sentiments, l'objectif est clair. Un candidat ou un élu qui tiendrait des propos jugés haineux pourrait non seulement être condamné, mais aussi se voir interdire de se présenter aux futures élections. Le texte renforce également le pouvoir des associations qui pourraient porter plainte à la place des victimes, même sans leur accord explicite dans certains cas. Il prévoit l'augmentation des peines, la possibilité de placer en détention provisoire les multirécidivistes de la haine, ainsi que des mandats d'arrêt internationaux. Il renforce aussi les dispositifs contre la haine en ligne, bien sûr, la censure d'Internet. Autrement dit, ce projet ne se contente plus de punir des propos, il donne aux juges et aux associations un levier politique direct en permettant d'écarter du jeu démocratique des personnalités qui ne leur plaisent
pas. Un opposant à l'immigration massive, un critique de l'islamisation du pays ou simplement quelqu'un qui refuse le narratif officiel pourrait, après une condamnation sur des bases subjectives, se voir purement et simplement interdit de candidature. C'est une étape supplémentaire de la mainmise judiciaire sur la vie politique. Comprenez bien ce que cela veut dire. Un candidat qui dit que l'immigration massive crée des problèmes de sécurité, de cohésion ou d'identité pourrait être poursuivi pour incitation à la haine. Une association militante saisirait la justice, un juge pourrait le condamner et la peine d'inéligibilité l'empêchera de se présenter. Le peuple n'aura plus le droit de voter pour des candidats qui pensent hors du dogme de la religion des droits de l'homme. La justice rouge, cette justice idéologisée et militante, décidera à sa place qui a le droit d'être candidat. C'est la fin de la démocratie. Un exemple récent illustre parfaitement à quel point les juges n'hésitent plus à tordre les lois existantes pour frapper ceux qui dérangent. Éric Tegner, notre fondateur et directeur du média Frontières, a été condamné le 18 juin par le tribunal correctionnel de Bobigny à 6 mois de prison avec sursis, 10 000 euros d'amende et 20 000 euros de dommages et intérêts. Son crime ? Avoir publié une enquête dans un hors-série de notre magazine consacré aux avocats spécialisés en droit des étrangers. La justice l'a condamné sur le fondement du délit de risque causé à autrui, créé en août 2021 par la loi dite Samuel Paty, destinée à lutter contre le doxing islamiste après l'assassinat du professeur. Or, dans cette enquête, Éric Tegner n'a publié ni adresse, ni numéro de téléphone, ni données privées permettant de localiser ou de harceler qui que ce soit. Il s'agissait d'informations professionnelles, déjà publiques, concernant des avocats qui interviennent régulièrement dans les médias ou sur les réseaux sociaux. La justice a pourtant estimé que la simple publication de leur nom constituait une mise en danger. Ce n'est plus de la justice, c'est une instrumentalisation pure et simple d'une loi antiterroriste pour sanctionner le journalisme d'investigation sur les questions liées à l'immigration. Si les magistrats sont déjà capables de détourner une loi censée protéger contre l'islamisme pour punir un journaliste qui enquête sur un système migratoire, on imagine facilement ce qu'ils feront avec le projet de loi d'Aurore Berger. Ce dernier texte leur donnera un outil encore plus redoutable. Le pouvoir de rendre inéligible n'importe quel candidat en s'appuyant sur des qualifications aussi extensibles et subjectives que l'incitation à la haine ou des propos racistes. Car l'incitation à la haine est un concept arbitraire par nature. La haine est un sentiment, pas un fait objectif. On ne peut pas condamner, du moins on ne devrait pas pouvoir condamner quelqu'un pour ce qu'il ressent ou pour ce qu'il fait ressentir aux autres. On peut condamner un appel direct à la violence physique ou une diffamation précise et vérifiable. Tout le reste relève du pouvoir discrétionnaire. Qui décide de ce qu'est la haine ? Un juge, une association subventionnée, un procureur ? C'est exactement le type de pouvoir que les régimes autoritaires ont toujours aimé exercer. Les philosophes classiques l'avaient compris. John Stuart Mill, dans De la liberté, posait le principe simple. On ne limite la parole que lorsqu'elle cause un dommage concret et direct à autrui. Le fait de heurter des sensibilités, de provoquer un rejet réel ou supposé, ou de la colère ne suffit pas. Mill défendait le marché des idées. Même les opinions les plus dérangeantes doivent pouvoir s'exprimer, car c'est le seul moyen de faire émerger la vérité. John Milton, dans son Areopagitica ou de la liberté de la presse et de la censure de 1644, refusait déjà la censure. Il écrivait que la vérité a besoin d'être confrontée à l'erreur pour rester vivante. Donnez-moi la liberté de connaître, de dire et d'argumenter librement selon ma conscience, disait-il. Il savait que les censeurs qui prétendent protéger le peuple contre les mauvaises idées finissent toujours par protéger leur propre pouvoir. Le projet Berger est la dernière étape d'un processus entamé il y a 50 ans. Chaque loi précédente a rendu plus acceptable l'idée qu'on puisse museler ceux qui refusent le narratif officiel sur l'immigration. Les chemins de l'enfer sont pavés de bonnes intentions. On nous a vendu chaque texte comme une protection contre la haine. On nous livre finalement aujourd'hui un instrument de censure politique. La liberté d'expression n'est pas faite pour les sujets confortables. Elle existe précisément pour qu'on puisse aborder les questions qui dérangent les pouvoirs en place. L'immigration massive, l'échec de l'assimilation, le coût en vie et financier du multiculturalisme, la montée de l'islamisme, ce sont exactement les sujets que ces lois ont cherché à rendre intouchables. Si ce texte passe, vous n'aurez plus seulement perdu la liberté de parler, vous aurez perdu le droit de choisir ceux qui peuvent parler à votre place. In dubio
pro-libertà. Dans le doute, faveur à la liberté. En 2022, l'élection présidentielle vous a été volée. Emmanuel Macron a évité tout débat pour assurer sa réélection. En 2027, ce même bloc central va tout tenter pour nous réimposer un nouveau candidat du centre pendant 10 ans. Après des années à investiguer sur l'extrême gauche, Frontières va désormais enquêter sur le bloc central. Déclassement social, submersion migratoire, insécurité débordante, voilà le vrai bilan des macronistes. Et ses héritiers, Gabriel Attal et Édouard Philippe, veulent poursuivre cette politique chaotique. Dès septembre, Frontières sera présent à 360 pour vous couvrir chaque meeting, chaque sortie médiatique ou chaque polémique sur les réseaux sociaux afin de vous dévoiler des faits qu'aucun autre média ne vous révélera. Pour que plus jamais la Macronie ne puisse arriver au pouvoir. Alors, c'est le moment de nous aider. Faire des enquêtes a un coût. Déplacement, matériel, procès, prise de risque. Et pour cela, on a besoin de vous. Faites-nous un don défiscalisé à hauteur de 66%. Chaque geste a son importance. Comptez sur nous, soutenez Frontières.